Salut, c'est Maxence et bienvenue en 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Amine, fondateur de la startup SportBio, une startup qui révolutionne la microbiologie. Salut Amine. Salut Maxence. Comment ça va? Quel est ton? Bah écoute, très bien, je suis trop content de t'avoir dans le podcast. De même. On se connaît d'avant, donc c'est trop content, c'est la première fois que j'ai quelqu'un que je connais bien dans le podcast. J'aime bien commencer toutes mes discussions par la même question pour tout le monde, qui est quel a été toi ton meilleur souvenir en 2024? Le podcast va sortir mi-fin décembre 2024. Donc sur l'année écoulée, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué, une rencontre? Ça peut être un film aussi, parce que j'ai vu que t'es cinéphile. Ouais, un truc qui t'a marqué. J'ai passé une année complètement folle. J'ai commencé l'année, on était 6-7 personnes. Aujourd'hui, on est une trentaine. Et il s'est passé plein de choses, mais le gros souvenir, je dirais, c'est quand on a déployé on fabrique des machines qui ont une utilité complètement folle dans des usines agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Et quand on a déployé les premières machines et qu'on est passé du labo au terrain, je dois dire que c'était un sentiment assez spécial dont je pense que je me souviendrai toute ma vie. Ouais. Et quand j'ai vu l'excitation dans les yeux de l'équipe, le fait que voilà, il y avait un truc qui, après 18 mois d'itération et seulement d'existence, ce qui est hyper fort en Agitech, on arrive à mettre un produit qui apporte de la valeur à des clients. Ça, je pense que c'était le truc le plus ouf qui s'est passé en 2024. Au-dessus de tous les autres trucs qui sont passés, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter. On va creuser toute la partie SportBio, qui est la boîte que tu as montée. J'aimerais bien rembobiner et comprendre un petit peu toi dans quel environnement tu as grandi. Je trouve qu'il y a souvent pas mal de valeur à aller creuser ce sujet-là, parce que j'étais des entrepreneurs et on va souvent puiser en fait dans le milieu dans lequel on a grandi et le cadre. Tu vois, un petit peu soit académique, soit familial, dans lequel on a évolué, joue pas mal sur l'entrepreneur qu'on est. Toi, on parle de quoi comme cadre? Ouais, famille d'entrepreneurs, de génération en génération. Berbère, du Maroc, où mon grand-père a quitté son village d'origine à côté de Tafraout au Maroc pour aller à Casablanca et monter son entreprise. Ça a toujours été une histoire dans laquelle j'ai été bercé et qui m'a énormément inspiré. Puis mon père qui a repris l'entreprise avec ses frères et sœurs. Et donc grandi dans cet environnement d'entrepreneuriat, mais très brick and mortar, tu vois. Donc nous, on est dans l'agroalimentaire, ma famille, on vend du thé, des différents denrées alimentaires, qui s'est progressivement transformé en un groupe industriel, avec plusieurs usines de fabrication dans plein de types de produits différents. Et donc j'ai grandi dans cet environnement où je suivais mon papa à l'usine les week-ends ou les étés où je crois que j'ai jamais passé un été à chiller chez moi, quand tous mes potes kiffaient. Souvent je travaillais soit dans les entrepôts du groupe, je faisais vraiment de l'entreposage classique, soit dans les usines, c'est ce que je kiffais le plus personnellement, soit carrément dans les magasins. Donc je passais des stages de vente avec des clients bien énervés qui me criaient dessus et ce genre de trucs, ce qui m'a appris énormément de choses. Ouais. Donc voilà, et ma maman n'est pas entrepreneur, mais est une dame impressionnante qui a une carrière vraiment folle dans le monde d'abord de la finance, puis de l'investissement en général, et qui m'a éduqué à d'autres choses, donc des valeurs un peu moins entrepreneuriales, mais qui est une grande fan de culture, d'art, et qui m'a un peu éduqué à tous ces sujets-là. Et le cinéma, du coup? Alors ça, c'est plus mon papa, qui est un grand fan de cinéma et avec qui je passais pas mal de temps quand j'étais jeune, mais voilà. Trop bien. Qu'est-ce qui te fascinait dans les usines? Je crois que j'ai lu ça quelque part, tu disais que tu étais fasciné par ce monde-là. Qu'est-ce qui était hypnotique pour toi dans les usines? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, le fait de fabriquer quelque chose qu'on retrouve au supermarché, que tout le monde connaît, ça c'était vraiment un truc qui me rendait ouf. De voir l'envers du décor. Ouais, exactement, ouais. Tu vois, et toute la machine qu'il y a derrière pour être capable d'avoir ton petit thé ou ton café ou ta soupe au supermarché. Ça m'a toujours vraiment impressionné. Et deuxièmement, la technicité et la complexité d'une usine. Donc il y a tout un know-how, tout un savoir-faire. Tu touches à un paramètre d'une machine, d'une ligne de production,
tu vas complètement foutre le bordel sur toute la ligne. Et du coup, ça m'a toujours impressionné de voir des gens qui apprennent des choses qui sont pas possibles d'être apprises dans des livres. Il y a des livres de génie industriel, etc. Mais tu vas dans n'importe quelle usine, tu as un savoir-faire qui est juste complètement fou. Et moi, je pense que je suis vraiment tombé amoureux de ce savoir-faire et de cette optimisation d'une usine pour bien la faire tourner, quoi. Ouais. C'est quoi la taille d'une usine, par exemple, dans laquelle tu as évolué quand tu étais jeune? Ouais, c'est des tailles variables. En nombre de personnes, ça peut être tout petit, d'une trentaine de personnes, jusqu'à 500, 600 personnes qui travaillent entre plusieurs shifts avec des organisations en 3x8. Donc 5 heures, 13 heures, 13 heures, 21 heures, 21 heures, 5 heures. Ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert dans le milieu industriel, dans l'agro, etc. Et après, en termes de tonnage, ça peut être de quelques tonnes par semaine à plusieurs dizaines de tonnes par semaine de produits mis sur le marché. Et donc le thé que tu produis, ou que ta famille produit, il se vend typiquement Oui, c'est un petit instant promo. Le thé Sultan, qui est un des leaders en Afrique et qui est présent partout dans le monde et qui est de plus en plus distribué. D'ailleurs, j'ai mon petit frère qui vient de rejoindre le groupe familial en Europe et qui le distribue en Europe. Donc, je le salue, il se reconnaîtra. Et donc, ouais, c'est si tu veux, la marque un peu iconique de thé marocain. Ouais. Donc, avec tout le cérémonial, tu sais, avec la théière, etc. Donc, c'est vraiment le thé vert marocain et qu'on peut retrouver dans toutes les grosses enseignes. En Europe, en Amérique du Nord et un peu partout. Trop bien. Donc si on accélère ensuite, tu fais une école d'ingénieur en France, ouais. Et très vite tu commences à travailler dans le groupe Nestlé, ouais. Notamment à Dubaï. Curieux de savoir comment tu te retrouves à Dubaï. Figure-toi que j'y étais la semaine dernière. Ah d'accord. Je suis retourné dans mon usine où j'ai commencé pour la première fois, donc okay. C'était un moment assez émouvant. Alors comment je me retrouve? Alors je me permets aussi un petit clin d'œil à un monsieur qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Aurélien Fabre, et qui est un gars que j'ai juste contacté par email. J'étais personne, j'étais étudiant. Et en fait, moi j'avais une thèse, c'était je suis un fan d'agroalimentaire, je suis un fan d'industrie. J'ai grandi dans une famille qui a des super belles usines au Maroc, mais si ça se trouve, je vais apprendre beaucoup mieux dans des gros groupes industriels, et le leader mondial c'est Nestlé. Donc moi j'avais une fixette, je voulais rentrer chez Nestlé. Et donc moi j'ai fait les arts et métiers. J'ai contacté tous les gars des arts, donc gars des arts et métiers, qui travaillaient chez Nestlé. Tu dois en avoir une trentaine, et je les ai harcelés. Je les ai harcelés, et du coup, il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Donc la communauté des gars des arts est assez soudée. Et un d'entre eux, du coup, c'est Aurélien. Et j'avais le choix entre deux stages de fin d'études. Un que j'avais trouvé d'une autre personne qui était dans l'usine de Yuka, en Laponie finlandaise. Qui fait les produits Nestlé Professional, donc c'est la branche B2B de Nestlé qui fait, tu sais, les sauces, tout ce qu'on va donner à des restaurateurs pour faciliter la préparation. Ouais. C'est une toute petite usine rikiki en Laponie finlandaise. Et la méga usine best in class Nestlé à Dubaï, qui est considérée comme l'usine un peu pilote au niveau monde sur des process d'amélioration continue. La légende dit que l'usine s'est jamais arrêtée, tu vois, genre vraiment une usine hyper nec plus ultra. Et qui était le factory engineer, donc le directeur technique de cette usine, ce monsieur qui est un Français qui s'appelle Aurélien Fabre, et qui, je dois le remercier parce que recruter un étranger en stage de fin d'études aux Émirats Arabes Unis, c'est une galère administrative comme pas possible. Il existe un seul visa, c'est un visa de 3 ans qui est hyper galère à obtenir. Alors moi j'ai un stage de 6 mois et que rien ne m'engageait à continuer après. Ouais. Et il s'est quand même démené pour me permettre d'avoir ce stage. Et j'ai réussi à l'avoir. Et après on a passé 6 mois merveilleux ensemble. Et encore aujourd'hui on s'envoie régulièrement des messages. Il a suivi un peu toute ma carrière chez Nestlé, donc ça a été un mentor qui aujourd'hui a une très très belle carrière chez Nestlé. Trop bien. Et donc ton rôle là-bas quand tu étais en stage de fin d'études, ça consiste en quoi? À l'époque j'étais ingénieur en maintenance, donc en fait je m'occupais des plans de maintenance de l'usine pour justement qu'elle s'arrête jamais. Donc c'est toute la maintenance préventive. Okay. Comment tu t'assures que tes lignes sont bien, on va dire, contrôlés via des outils de maintenance préventive, de contrôle des vibrations des moteurs, de gestion de tes roulements à vide. Donc, je suis désolé, c'est un peu technique, mais c'est en gros, historiquement, on a toujours fait de la maintenance curative, c'est-à-dire la machine elle tombe en panne, ah merde, il faut qu'on résout la panne, sauf que ça coûte beaucoup d'argent et tu as des downtime qui peuvent être très très longs. Et du coup, comment tu passes d'une maintenance curative à une maintenance préventive, et ça, je travaille énormément sur ces sujets à l'époque chez Nestlé. Après,
mon rôle a évolué au gré des années. Ouais. Et donc là, tu travaillais sur ces usines qui produisent Nescafé notamment. Nescafé et Magie, donc tout ce qui est bouillon culinaire et café, mix de café 3 en 1 de Nescafé, Ok. dont au Moyen-Orient, ils raffolent de ces différents produits. Ok. Tu fais plusieurs années, je crois quasiment 2 ans, 1 an et demi. Non, j'ai passé un peu moins d'1 an dans Ok. cette usine. Et après, il y a eu un gros projet qui a été lancé en France, où on a fait le plus gros CAPEX pour construire, pour rénover complètement un site industriel, sur un CAPEX à presque 80 millions d'euros, ce qui est très rare en France. On n'investit plus trop industriellement en France. Et en fait, c'était au milieu de nulle part en Picardie. Il fallait quelqu'un qui parle parfaitement français, parce que les gens locaux ils parlent pas anglais, quelqu'un qui parle parfaitement anglais, parce que en fait, les fournisseurs avec qui tu travailles pour acheter les machines, etc., ne parlent pas français, et quelqu'un qui accepte d'aller vivre à Boué en Picardie, dans l'Aisne, dans le 02. Et donc, ils m'ont trouvé moi, et j'étais volontaire pour y aller. C'était une excellente, une super expérience qui a duré un peu plus de 3 ans. Comment t'as vécu le passage de Dubaï à Nantes? Non, Un gars, quand je suis arrivé à Boué, donc dans cette usine en Picardie, il m'a dit: mais qu'est-ce que tu as fait à Dubaï pour être puni, pour être envoyé ici? Non, bah, déjà le choc culturel. Tu passes d'une usine où il y a 27 nationalités à Dubaï, des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Italiens, des Américains, etc., avec une richesse culturelle de fou, à une usine où il y a 2 nationalités, les Français et moi. donc déjà, c'était une belle expérience. Et après, tu sais, ce fameux adage de tu pleures 2 fois quand tu arrives au nord, 1 fois quand tu arrives, 1 fois quand tu pars. Au début, c'était dur. Les gens ne m'acceptaient pas nécessairement. En tout cas, je ne me sentais pas bien, on va dire, chez moi. Ouais. Et à la fin, au contraire, je me sentais hyper bien. J'ai noué des vraies relations fortes, des gens avec qui je suis encore très proche et en contact. Donc, et souvent, je dis, quand je prends du recul sur toute ma carrière, ma jeune carrière, que ça a été la plus belle expérience que j'ai jamais eue. C'était ces 3 ans où tous mes amis étaient en conseil en strat ou en M&A à Paris avec des super salaires, dans des super organisations. Et moi, j'ai fait ce pari un peu fou d'aller dans une usine vraiment au milieu de nulle part et de vivre cette expérience. Et ce que j'ai fait aujourd'hui avec Sport Bayo, je pense sincèrement que j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas vécu les adversités, les challenges que j'avais vécu ensuite. Ouais, qu'est-ce qui a motivé ton choix de rejoindre ce projet-là qui n'est pas ultra effectivement intuitif, quoi, quand tu étais dans des bonnes conditions à Dubaï et que tu avais potentiellement d'autres options sur la table? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? C'est vraiment l'opportunité en fait. À Dubaï, on m'avait offert un poste en tant qu'ingénieur packaging avec un bon salaire, mais j'étais un ingénieur packaging parmi tant d'autres. Et en fait, il y a ce truc où dans les grandes villes, il y a tellement de compétition que pour un jeune ingénieur de 23 ans, c'est très très difficile d'avoir beaucoup de responsabilités. Et là, sur ce projet, il y avait tellement peu de gens disponibles ou de gens qui acceptaient de rejoindre ce truc, parce que c'est quand même, t'imagines, t'es un père de famille de 55 ans, tu acceptes d'aller dans l'Aisne avec toute ta famille, il y en a qui le font, mais c'est vraiment très très engageant. Moi, on m'a proposé un poste de chef de projet là-bas, où j'avais tout un pôle du projet, plusieurs dizaines de millions de capex que je gérais en direct, des centaines de compagnons, donc d'ouvriers à gérer sur un chantier, etc. J'avais 23 ans. Et ça, à Paris, à Londres, à Dubaï, c'est quasiment impossible. Et donc, c'était ce challenge, cette opportunité où pour moi c'était un no-brainer. Et je me disais, je vais y aller. Sûrement que ça va être dur, sûrement que socialement, je fais un trade-off et un gros sacrifice, etc. Et par rapport à ce que je vais en tirer, je suis sûr que c'est la bonne chose à faire. Et tu as des apprentissages justement sur la partie management où tu as dû potentiellement manager des gens bien plus âgés que toi? Ouais, donc des gens bien plus âgés que moi et des gens de profils complètement différents. Donc c'est des soudeurs, des techniciens de maintenance, des électriciens, donc des gens qui ont des profils très techniques, très, tu sais, c'est des fois à la limite de l'artisanat. Je travaille beaucoup avec des chaudronniers. Soudeurs, chaudronniers, c'est des artisans du XXIe siècle. C'est assez impressionnant le travail qu'ils font. Ils ont tous un très fort caractère. Du coup, manager, c'est des challenges. Et moi, j'ai toujours eu un management par la sympathie et par la confiance que j'essaie d'introduire dès le début et qui a pas mal marché.
Et après, pour être complètement honnête, j'ai aussi fait plein d'erreurs de management qui m'ont permis de me rendre compte de certaines choses, un peu sur le moyen long terme, et qu'aujourd'hui, je pense que j'en suis un meilleur manager dans l'épopée que je lance maintenant grâce à toutes ces erreurs que j'ai fait jeune, quoi. Ouais. Et donc après cette expérience de quelques années du coup dans l'Aisne, tu reviens à Paris, je crois, toujours chez Nestlé. Toujours chez Nestlé, où du coup il y a une équipe qui s'appelle la Direction Générale Industrielle, une équipe un peu d'experts qui est basée à Paris et qui aide les 23 usines en France. Donc c'est des gens qui sont très expérimentés en général, avec une moyenne d'âge assez élevée, parce qu'il faut avoir une super grosse expérience pour être capable de supporter toutes les autres usines sur les problématiques opérationnelles qu'elles peuvent avoir. Et moi j'avais une fixette, c'est que je voulais rejoindre cette équipe. Et là il y a une deuxième personne qui m'a fait confiance dans ma carrière chez Nestlé, qui s'appelle Philippe Peter, qui est le directeur de cette équipe sur la partie engineering corporate, et qui a bien voulu me faire confiance, qui était un choix, je pense, très non conventionnel, parce que j'étais extrêmement jeune, j'étais le plus jeune de l'équipe à plusieurs années d'écart. J'ai pas envie de dire dizaines d'années pour heurter mes collègues, mais c'était une expérience complètement folle aussi, où tu te retrouves dans une position un peu de consultant interne, où tu vas aider les usines. Donc j'étais basé à Paris, mais je passais un jour par semaine à Paris. Tous les autres jours, j'étais entre la Picardie, la Normandie, le Sud, enfin, bref, dans tous les départements en France où on avait des usines. Et ça, c'était une expérience vraiment folle. Et j'ai fait un peu plus d'1 an et demi avant de quitter Nestlé. Et j'ai vu que tu as été, à cette période-là ou juste après, observateur au COMEX de Nestlé. Ouais, j'étais au Shadow COMEX de Nestlé, ouais. qui intervenait au sein du COMEX de Nestlé France. Ça, c'était une opportunité C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, on a été plusieurs on va dire, à prendre partie à cette initiative. Il y avait 12 personnes au total dans tout Nestlé France, où il y a je sais pas combien de milliers de collaborateurs. Et en fait, l'idée, donc c'est pas une idée propre à Nestlé, c'est une trend qui est en ce moment dans pas mal de gros groupes corporate, qui est les jeunes peuvent donner la voix à un groupe sur divers sujets. Et Nestlé, il y avait un sujet qui était prépondérant et sur lequel le groupe fait quand même beaucoup d'efforts sur les dernières années, c'est les problématiques RSE, donc tout ce qui est environnemental, social, etc. Et l'idée de ce Shadow Comex, c'était, et moi j'avais vraiment beaucoup aimé l'idée, quand tu arrives en tant que directeur d'une business unit de Nestlé, tu as des centaines, voire des milliers de personnes entre temps. Tu ne vois pas forcément tout ce qui se passe et c'est normal, tu ne peux pas être au terrain partout, etc. Alors que ces jeunes-là, ils avaient des postes très opérationnels, donc moi en engineering dans les usines, d'autres personnes qui étaient au marketing, à la supply chain, au legal, etc. Et eux, ils voient exactement ce qui se passe dans l'entreprise, tu vois. Et donc l'idée, c'était de faire remonter les sujets sur lesquels Nestlé devait vraiment s'améliorer sur des sujets RSE et des fois vraiment faire porter notre voix au niveau groupe sur des sujets environnementaux ou sociaux. Et donc il y a eu des grosses décisions, des grosses choses qui ont été poussées, qui ont fait aussi énormément de débats. Et c'était un peu le but, c'était aussi d'être un peu ce poil à gratter au sein du COMEX. Et ça, c'était une expérience folle parce que c'était ma première expérience dans des organes de gouvernance chez Nestlé, qui est un des plus gros groupes au monde et qui a on va dire c'est normal quand tu atteins une taille d'impact comme Nestlé, qui a des vrais profonds sujets de gouvernance. Et je pense que j'ai compris beaucoup de choses sur comment gérer une boîte à ce moment-là, même si entre une start-up et Nestlé, je pense qu'il y a un monde. Clairement. Je te rappelle le sujet que tu as apporté, sur lequel il y a eu des batailles et que tu as un peu mené. Ouais, il y a un sujet qui m'avait assez marqué. C'est assez très rapidement pour raconter. Nestlé lançait une nouvelle vinaigrette qu'ils allaient mettre sur le marché. Et en fait, les distributeurs, donc Carrefour Auchan, demandaient à ce que cette vinaigrette, pour qu'elle soit vendue dans le rayon frais, tu sais, la salade, ouais. À côté tu as la vinaigrette. Souvent, c'est là où les gens ils achètent la vinaigrette. Donc, si tu veux bien vendre ta vinaigrette, il faut qu'elle soit là-bas. Il faut que le produit soit considéré comme frais. Et donc, il faut qu'il respecte toute la supply chain de réfrigération du produit. Sauf que le produit n'était pas un produit frais. Et donc, on avait fait un petit calcul carbone et on s'était rendu compte que pour cette mise sur le marché du produit, le produit allait impacter beaucoup plus en carbone par rapport à ce qu'il aurait pu et ce qu'il devrait être, parce que c'est pas forcément un produit frais. Et donc on a fait remonter cette information, on s'est un peu battu en interne, on a un peu
convaincu les différentes personnes et au final, le produit n'a pas été vendu au rayon frais. Okay. Et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est super un impact monstrueux en termes de carbone sur tout le transport avec des camions sous CO2, etc. C'est vraiment des tonnes et des tonnes d'équivalent de carbone qui ont été évités par cet exemple. Il y en a plein d'autres, plein de petits exemples qui ont été vraiment très, très pertinents. Donc là, tu es à un moment de ta carrière chez Nestlé où tu peux, je pense, aspirer à vraiment faire carrière au sein de la boîte et grandir. Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, en fait, je pense que j'ai vu ce que j'avais à voir et j'ai envie de monter une boîte? Moi, pour être honnête, j'ai jamais rejoint Nestlé pour faire carrière et malgré, je pense que les gens pensaient, parce que j'étais quelqu'un de très impliqué, etc. Mais moi, j'ai toujours pensé que j'allais monter ma boîte, je viens de faire entrepreneur, je vais monter ma boîte un jour. Et pour moi, c'était de l'XP, de l'XP, de l'XP. Et même, je me souviens, quand j'étais en Picardie, j'avais des collègues qui me disaient, mais Amine, t'as vu ton salaire, tu te fais exploiter pour ton salaire, t'as pas à travailler autant. Et j'étais en mode, mais les gars, moi, je travaille pas pour mon salaire à ce moment-là, je travaillais vraiment parce que j'étais comme un bébé à apprendre plein de choses et j'étais trop content. Et donc, à un moment, je me disais j'avais besoin d'assez d'XP pour me sentir légitime d'aller monter une boîte et d'aller vraiment porter quelque chose que l'industrie avait besoin. Et fin 2022, début 2023, c'était vraiment le moment parfait pour moi où je me disais j'ai 6 ans d'expérience chez Nestlé, j'ai vu plein de choses, j'ai visité plus de 50 usines dans ma vie entre le groupe familial et Nestlé. Je pense que maintenant, j'ai de quoi apporter quelque chose à l'industrie et tenter quelque chose. Et il y a eu un événement, on va dire, qui a été un événement très important pour moi. J'ai eu la chance de me retrouver un truc qui s'appelle Choose France, je ne sais pas si tu connais. C'est organisé par Emmanuel Macron et à l'époque Bruno Le Maire. Et ils invitent tous les gros entrepreneurs et investisseurs du monde entier. Donc tu as Elon Musk, les CEO de tous les gros groupes, la FIFA, etc. Voilà. Et ne me demande pas pourquoi je me suis retrouvé dans ce truc-là. Et je vois tous les plus gros entrepreneurs qui m'ont toujours inspiré. Je vois tous les CEO français de Thierry Chiche, de Lydia, de Marc Simoncini que je voyais à la télé avant, etc. Je peux leur parler, échanger avec eux, etc. Et je suis ressorti de cet événement, j'avais des étoiles plein les yeux, je me disais mais c'est pas possible que je passe un jour de plus chez Nestlé, j'ai trop la bougeotte. Et le lendemain je suis rentré, j'ai posé ma démission. Bon, ok. Et tu t'es posé la question de rejoindre le groupe familial? Oui, je me suis posé la question. Parce que du coup, tu avais plein d'expériences qui étaient aussi, je pense, hyper utiles pour... Je me suis clairement posé la question et après, il y avait juste ce monde que je ne connaissais pas, qui est le monde de la tech, qui m'attirait énormément, qui m'inspirait. Et je me disais, je vais voir à quoi ça ressemble, parce que je me dois ça à moi-même. Peut-être ça va durer 2 semaines et je vais me casser la gueule, et après je rejoindrai le groupe familial et j'aurai aucun regret. Au final, l'histoire a été écrite différemment, mais voilà quoi. Tu sors de Nestlé avec une vraie envie de monter une boîte, une vraie expertise aussi à valoriser, et tu rejoins Entrepreneur First. C'est là que nous, on s'est connus. Je me rappelle, on avait discuté du coup, dans le cadre du process de recrutement, et justement dans ta candidature, tu avais mentionné Choose France, c'était marrant parce que je l'ai relu aujourd'hui. Donc là, toi, l'objectif, c'est de trouver un cofondateur et te dire comment je peux améliorer l'efficacité des usines déjà, ou c'était pas aussi précis? Si, ouais, en gros, moi je voulais monter une boîte dans la tech, je voulais résoudre un problème. Tu me parles de Web3, de trucs, moi ça me tire rien du tout, je voulais un truc très, du coup, brick and mortar parce que c'est ce que je connais. Et j'avais plein de pain points en tête, très industriels tous. Et je me disais comment je peux trouver le meilleur cofondateur pour résoudre un de ces pain points. Et vraiment, le premier que j'avais, c'était la sécurité alimentaire et le contrôle qualité en industrie, qui était un truc très prépondérant que j'avais vu pendant toute ma carrière. Mais j'étais vraiment ouvert à travailler sur plein d'autres choses en fonction de qui j'avais rencontré, quoi. Donc la manière dont ça fonctionne chez Entrepreneur First, c'est tu arrives avec ton expertise, ton envie d'entreprendre, et l'idée c'est qu'on te met dans une salle avec 60 autres personnes comme toi, et très rapidement, toi, tu as rencontré Maxime, du coup, ton cofondateur. Première personne que j'ai rencontrée, donc moi je crois un peu au destin et à ces trucs-là, donc pour moi c'était assez évident. Moi à l'époque, pour moi, mon CTO ça allait être un software engineer, un full stack, qui allait me coder un bon truc, et on allait faire un SaaS pour l'industrie, et j'étais vraiment dans ce mindset-là. Et en fait, la première personne que j'ai rencontrée, même avant le début du programme,
parce qu'on s'était vu entre nous, les gens qui avaient été pris au programme et tout. C'était Maxime. Et le gars me dit que c'est un PhD et postdoc de l'Institut Pasteur en microbiologie. Et moi, je sortais d'une grosse crise qui est l'affaire Buitoni chez Nestlé, où malheureusement il y a des pizzas qui ont été contaminées par des bactéries, donc le cholestec. Et pour moi, c'était, le pain point, c'était l'alarme dans ma tête, tu vois. Et je me dis, putain, le gars, il travaille sur ça. Et donc, pour moi, c'est une évidence de commencer à creuser. Et avant toute chose, j'avais un super fit humain avec lui. On s'entendait vraiment super bien. Et donc, dès les premiers jours avant même de commencer le programme, on travaillait déjà sur Sport Bio. Avec lui, ouais. C'est un brunch, je crois, qui a un peu dérapé. Ouais, c'est un brunch qui a dérapé, qui devait faire 1h30, qui a duré toute une journée. Et la roadmap qu'on suit chez Sport Bio aujourd'hui, 2 ans après, c'est toujours la roadmap qui a été écrite dans ce brunch, quoi. C'est fou. Ouais. La valeur générée par ce brunch. Donc la manière dont ça fonctionne aussi dans notre programme, c'est qu'en gros, tu as 3 mois pour itérer sur l'idée, valider le problème. Donc là, vous partez de cette discussion-là. Toi, tu amènes le constat dans l'usine. Lui, il amène l'expertise microbio. Comment ensuite vous validez ce problème ensemble? Ouais. D'abord, moi, j'avais ce problème en tête. Il fallait confirmer que c'était un problème pour tout le monde. Moi, j'avais un hunch, comme on dit chez Entrepreneur Faire, c'était qu'il n'y a pas une usine au monde qui en a pas marre des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est la techno qui est utilisée depuis 200 ans pour détecter des bactéries, qui a été inventée à l'époque pasteurienne et qui prend 5 jours en moyenne pour avoir un résultat. Et en effet, plus je parlais avec des gens, plus je me rendais compte qu'ils en avaient marre et qu'ils cherchent activement plein de solutions. Et que les solutions qu'ils trouvent, c'est un peu de la merde. Parce que y a plein de contraintes opérationnelles, de coûts ou de fit par rapport à leur use case qui est pas le bon, et que c'est un très très gros marché qui est trusté par des gros labos microbio qui n'innovent pas depuis des années parce qu'ils ont tout le marché et qui n'a pas encore été disrupté par petites boîtes tech venture backed comme nous. Et donc là, clairement, je valide l'opportunité marché avec Maxime. Et le deuxième volet, c'était valider l'opportunité technologique. Et donc, on passe beaucoup de temps à parler avec des key opinion leaders, avec des centres académiques qui se sont frottés aux problèmes auxquels on se frotte depuis des années, etc. Et on sentait qu'il y avait un énorme momentum sur la photonique et le machine learning, qui était encore un truc très inexploré, qui commençait à faire balbutiement sur on va dire les applications microbiologiques dans l'académique. Il n'y avait pas encore de boîtes, de start-up ou de corporate qui avaient pris le pari technologique de dire on va aller investir parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est du hardware, il faut entraîner des quantités de données monstrueuses, etc. Je me suis dit allez, peut-être que ça va être nous la première. Et puis maintenant il y en a pas mal qui ont pop-up, donc ça rassure sur le fait qu'on n'est pas fou et qu'il y a vraiment une énorme opportunité, quoi. Trop bien. Donc pour expliquer aux gens qui ne sont pas forcément du milieu des startups à naviguer dans tous ces anglicismes, en gros l'idée c'est de se dire comment tu utilises de la lumière et des modèles d'intelligence artificielle pour identifier des pathogènes sur des lignes de production et du coup remplacer des boîtes de pétri qui sont normalement envoyées à des laboratoires pour avoir une analyse. Exactement. Donc au lieu de mettre en culture ton échantillon et attendre plusieurs jours jusqu'à que tu vois à l'œil nu une tâche qui représente une bactérie microscopique qui a mis plusieurs jours à se développer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher cette bactérie directement au niveau microscopique en utilisant de la lumière et des réseaux de neurones assez poussés qu'on a pré-entraînés avant à aller reconnaître ce pattern de bactéries. Et donc, on utilise plein de technologies différentes, de la photonique, de la bio et du machine learning pour être capable d'être à minima aussi bon que les méthodes traditionnelles, sauf quand on le fait en quelques minutes au lieu de quelques jours. Ouais, trop bien. Il y a un moment marquant aussi, je crois, dans la création de votre équipe au tout départ. Si à un moment donné vous avez la possibilité d'aller à un salon, je crois, à Londres, pour rencontrer des acteurs de l'agroalimentaire, et justement il y a une question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, c'est le début de notre équipe, c'est pas forcément la meilleure utilisation de notre argent, et en fait vous y allez et ça a bien solidifié l'équipe, je crois. Ouais, parce que donc ça c'était la première semaine d'Entrepreneur First, on est au tout début. Ouais. Le principe c'est que tu commences à travailler avec quelqu'un, avec un binôme, mais tu sais pas si ça va être ton cofondateur, il y a plein de gens que t'as pas encore rencontrés, etc. Tu sais pas si le sujet que vous allez creuser c'est le bon, etc. Et donc les gens en général sont peut-être un petit peu, tu sais, en wait and see. Ouais. Sauf que moi je suis pas comme ça, et moi je suis un peu un fonceur dans tout ce que je fais. On était financé par nos fonds propres, il n'y avait pas encore d'entreprise ni rien. Et je trouve directement un énorme salon de la food safety qui se passait à Londres, qui était un peu la mecque de la food safety et qui se passait la semaine d'après.
sauf qu'il fallait payer le trajet, fallait payer l'hôtel, fallait payer tous ces trucs-là, et qu'on n'avait aucune certitude qu'on était en train de creuser le bon sujet et qu'on était sur le bon binôme. Et surtout, y aller la semaine d'après veut dire, potentiellement, si on se rend compte qu'on fait fausse route ou qu'on n'est pas fait pour monter une boîte ensemble, tu t'es mis une semaine dans le nez à pas travailler avec d'autres personnes. Donc, n'importe quelle personne un peu conservatrice ou raisonnée aurait réfléchi comme ça. Et donc, moi, je le dis juste à Maxime en mode, tiens, il y a un salon à Londres et tout. Et Maxime, direct, il me dit, bah, let's go. Et moi, je me suis dit, putain, c'est mon cofondateur. Genre, qui réfléchisse comme ça et que ce soit un scientifique, qui, on va dire, sans juger ou sans donner des préjugés, pardon, c'est pas les gens les plus impulsifs et tout, qu'il ait le culot de se dire, allez, on y va, on tente le tout pour le tout, etc. Ça m'a hyper conforté sur le fait que je pouvais monter une boîte avec lui, qu'on était alignés sur la longueur d'onde. Et en fait, les gens qu'on a rencontrés là-bas, les hypothèses qu'on a validées ont énormément aidé et nous ont permis de fast-track beaucoup de choses dès le début. Ok. Quand tu fais un programme Entrepreneur First où tu essayes d'itérer pendant 3 mois, l'idée c'est de valider qu'il y a un problème. Vous, sur un projet comme ça, technique, très complexe, avec du hardware, comment est-ce que tu valides le fait qu'il y a un problème et que les gens sont prêts à payer pour ça, quoi? Aujourd'hui, encore plusieurs centaines de rappels par an avec 8 millions de personnes qui tombent malades de toxines-infections alimentaires, 500 000 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils ont mangé un produit qui est avarié, qui est contaminé. Donc le problème, il est obvious et il est là. Maintenant, c'est comment c'est possible qu'il y ait encore autant de rappels et qu'il y ait autant de produits qui sont mis sur le marché. Tu commences à creuser, tu te rends compte que c'est pas simple et que c'est extrêmement complexe en tant qu'industriel de s'assurer que 100% des produits qui sortent de la ligne de production ne sont pas contaminés. Il y a des centaines de millions de types de bactéries différentes qui peuvent contaminer ton produit. Il y en a chaque fois des nouveaux qui sortent, qui évoluent, etc., au gré des changements climatiques et microbiologiques qu'ils peuvent avoir. Donc leur tâche est vraiment ardue et ça, plus on avance, plus on s'en rend compte. Et les outils qu'ils ont sont assez antédatés. Et donc pour nous, l'opportunité marché elle était assez évidente. C'est plus, est-ce qu'on va être capable de trouver une technologie qui va répondre à tous les différents éléments, à toutes les, si tu veux, les contraintes que tous les industriels ont, parce que, ok, on parle du time to result, donc le temps pour avoir un résultat qui est un élément clé, et il n'y a pas que ça. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, Sport Bio pond un système qui détecte des bactéries extrêmement rapidement, extrêmement efficacement, et qui coûte 2,5 millions à l'achat, un industriel de l'agroalimentaire qui va t'acheter, parce que il y a des unit économiques, c'est des respects on va dire de rentabilité et de marge, etc. Donc, comment tu fais pour tester at scale, efficacement, pas cher, et avec un niveau de certitude qui soit assez bon, un bon niveau de performance. Et donc ça, c'était tout ce qu'on devait valider. Et nous, on avait on va dire une hypothèse très 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 forte sur ces technologies. Juste pour te donner l'élément du coût, je t'ai donné l'exemple, on utilise la lumière pour détecter des bactéries, donc on se disait que les OPEX, donc le coût d'utilisation du système, allait être infiniment plus bas que les technologies traditionnelles qui ont besoin de plein de consommables, de plein de produits chimiques, de dye, etc. Donc on n'a pas besoin, on a juste besoin de la lumière pour détecter des bactéries, donc à l'utilisation du système, ça va être beaucoup moins cher. C'est des hypothèses qui progressivement sont validées sur tous les différents points qu'on a pris. Bien évidemment, il y a eu plein de choix technologiques, plein de risques qu'on a pris, etc. pour arriver là où on est maintenant. Et c'était comment on va craquer cette grosse matrice, ce gros problème du test microbiologique en 2024. Et ça, je suis tellement content de m'attaquer à un problème aussi complexe que celui-là, parce que c'est pas un problème simple. Ouais, carrément. Comment tu découpes le problème et du coup la solution finale en sous-solutions? Parce qu'il y a une partie du coup logiciel, il y a une partie création d'une machine, quoi. Il y a une partie comment est-ce que tu intègres cette machine sur la ligne de production, comment tu communiques les résultats, en fait ça peut paraître gigantesque, comment vous avez pris le problème, tu vois, les uns après les autres. Ouais, déjà pour construire notre MVP, on a besoin de 12 personnes. Donc, tu as besoin de photoniciens, tu as besoin d'ingénieurs mécaniques, tu as besoin de microbiologistes, tu as besoin de data scientists, de data engineers, de machine learning engineers. La première chose qu'on a dû faire, c'était monter une équipe de vrais sachants, chacun dans leur domaine. Parce que Maxime, a un énorme background technologique et il s'y connaît vraiment bien, mais c'est pas un expert dans toutes ces sous-disciplines. Et donc, on avait besoin de réunir tous ces experts-là, qui nous ont permis de faire les bons choix technologiques. Et l'idée, c'était d'arriver avec, et ça, c'est un truc qui, je pense, était vraiment très intéressant.
un académique, tu vois, dans tous les blocs que tu as dit qui constituent toute notre technologie, je pense aurait creusé chacun des blocs au maximum pour valider des hypothèses techniques avant d'arriver à construire quelque chose, alors que nous, c'est vraiment l'inverse qu'on a fait. On a tout construit, de A à Z, tout ce que tu viens de dire, du software, du machine learning, du hardware, du pré-traitement, du consommable nécessaire pour faire le test, etc., etc. On a tout construit jusqu'à avoir un pipeline, se dire, ok, maintenant on a quelque chose. Et ça, je pense, ça a été l'approche c'est un peu SaaS ou un peu agressive qu'on a mise sur notre système qui nous a permis de vraiment itérer beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait fait si on avait pris des approches plus traditionnelles. Et une fois qu'on avait ce système qui avait le mérite d'exister mais qui avait énormément de défauts, on a été là-dessus, on a été là-dessus, on a été là-dessus jusqu'à arriver au Okay. Et quand tu recrutes des profils scientifiques, du coup, ça doit être assez perturbant pour eux justement d'être dans ce mindset un peu là d'itération très rapide, alors que eux sont habitués peut-être à un rythme de recherche un peu plus normé, avec des hypothèses très claires énoncées au départ, qui sont validées, invalidées, etc. Vous, ça allait beaucoup plus vite, quoi. Comment t'as réussi à convaincre ces gens-là de vous rejoindre? Bah, nous, on a un truc, c'était pas une règle, mais c'est quasiment devenu une règle, et en fait, c'est quelque chose qui s'est validé empiriquement. On a recruté que des scientifiques qui en avaient marre de l'académique. Donc des scientifiques qui sont brillantissimes, mais qui se rendent compte des tares de l'académique. Donc l'académique, c'est incroyable, c'est public, etc. Mais il y a vraiment des vrais défauts. Je suis sûr que tu en entends parler à longueur de journée par les CTO d'Entrepreneur First. C'est lent, c'est long, tu passes beaucoup de temps à demander des grants plutôt que de faire de la science. C'est assez ego-driven parce que tout le travail est fait pour des publications scientifiques dans lesquelles tu vas être premier auteur ou dernier auteur. Et bon, c'est peut-être, il y a des gens qui peuvent avoir d'autres types de. Je comprends totalement les drivers par rapport à ça, mais il y en a qui pourraient avoir d'autres. Et donc, je pense que ce qui unit tous les scientifiques qui ont rejoint Sport Bio, c'est qu'ils adoraient la partie science dure de leur travail, et tout le reste, tout ce truc pour juste commander une spare part, une pièce détachée ou un élément, tu as besoin de mois et de mois de validation et de process, etc. Ça, je pense qu'ils en avaient tous un peu marre. Et du coup, on les rejoint. On n'a que des gens qui veulent être un peu agressifs dans leur approche, veulent tenter des trucs, veulent itérer hyper rapidement. Bien évidemment, il y a toujours des chasses le naturel, il revient au galop, il y a des mécanismes, il y a des arbitrages. Et aussi, c'est dur de faire l'approche qu'on a, tout en gardant de manière sine qua non et sur lequel on reste très 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 à cheval, une intégrité scientifique et un respect de l'itération du hardware, où je te rappelle que ok, tu veux itérer vite, sauf que c'est pas un SaaS. À chaque fois que tu veux changer quelque chose, tu as 6 mois de pièces détachées qui doivent arriver de je sais pas où dans le monde, etc. Donc c'est toujours un équilibre à trouver, mais pour l'instant je suis vraiment hyper content de comment l'équipe a pris le challenge et comment on a réussi à tous aligner notre diapason sur tout ça. Ouais, vous avez été rejoint par un troisième cofondateur, Mohamed. Comment s'est fait la rencontre avec Mohamed? Très drôle. Donc on était à Entrepreneur First, à Station F, on faisait notre petite vie, voilà. Et un jour, il y a un gars, donc Mohamed Tazi, qui venait de monter une première boîte qui s'appelle Gymlib, qui a été un beau succès de la French Tech, et qui l'a revendu à un groupe allemand qui s'appelle eGym, et qui venait de la revendre genre quelques mois avant, et il cherchait à investir en start-up. Et sa méthode pour trouver des bonnes startups au début de leur vie, donc early stage, c'était de trouver des gens qui disaient publiquement sur LinkedIn qu'ils travaillaient sur quelque chose, le fameux working on something new, et qui avaient des profils intéressants. Et donc il m'a contacté à ce moment-là. Et moi je lui ai dit que je ne parlais pas aux investisseurs à l'époque parce que c'est ce que Entrepreneur First m'a conseillé et c'était un bon conseil. Et en fait, il a été assez insistant. Et donc, à un moment, on commençait à avoir des premiers éléments. Premier deck, premier BP, voilà. Et on se disait, on veut le tester exactement. Et on va prendre un business angel pour tester ça avec eux parce que c'est pas un fonds, c'est pas un VC, peut-être être un peu plus clément, etc. Et en fait, lui, il est venu à Station F, on a fait un petit dev ensemble. Et il est comme ça à rentrer dans le projet, mais à fond. Signe une NDA, il demande à lire notre white paper, il commence à rentrer mais vraiment dans les détails techniques de notre projet. Donc, lui, avant Gymlib, il a fait une maîtrise en physique, il est assez tech-savvy, tu vois. Ouais. Et il a vraiment creusé ces aspects, ce qui m'avait impressionné. Et un jour, on était en réunion,
avec Maxime et avec d'autres personnes d'Entrepreneur First. Et il nous envoie un mail comme ça. Et le début du mail, il y a écrit bonjour messieurs, je vous annonce que j'ai envie d'investir dans votre startup, mais au-delà de l'investissement financier, j'ai envie de m'investir en tant que late founder. Et vraiment, on est tombé de nuit à ce moment-là parce qu'on s'y attendait pas du tout. Ouais. Et a commencé une longue session de discussion, d'arbitrage, etc. Et nous, on avait clairement envie de travailler avec lui. On a commencé à tester, à travailler ensemble. Et la philosophie du trio, c'était moi, je connais très bien mon marché, je passais toute ma vie dedans, etc. Maxime, il connaît très bien les sous-jacents technologiques pour construire ce qu'on a à construire. Sauf qu'on est first time founder, on a une ambition de fou. Si on est avec un second time founder qui a déjà monté une boîte, qui a déjà fait des acquisitions, qui a déjà vendu sa boîte, qui a fait plein d'erreurs entrepreneuriales qui sont normales et naturelles en tant que first time founder, peut-être qu'il va nous aider à avancer beaucoup plus vite sur les éléments de structuration qui sont nécessaires pour scaler une boîte aussi rapidement que nous. Et je touche du bois et j'ai le temps de le dire, mais je pense que pour l'instant l'histoire nous a donné raison parce que je pense sincèrement que ce qu'on a fait depuis presque 2 ans maintenant, on n'aurait jamais pu le faire sans Mohamed, qui nous a permis de faire des moves complètement fous, très agressifs financièrement, commercialement, technologiquement, tout en gardant une base saine et en évitant de faire des bêtises. Ouais. Un des moves que vous avez fait justement, c'est d'aller chercher des profils assez expérimentés dans vos premiers recrutements, là où la plupart des startups vont chercher peut-être des profils plus juniors, etc. au départ. Vous, tout de suite, t'as un parti pris de se dire, en fait, non, on va chercher des gens top qu'on va payer assez cher, mais c'est pas grave, on va lever de l'argent pour ça et c'est fait pour ça, quoi. Tu peux nous parler un peu de ce parti? On aime bien le mix, en fait, entre différents types de profils, que ce soit en termes en effet d'expérience, mais aussi de background, d'industrie, et aussi, par exemple, de nationalité. Donc, on a déjà 12 nationalités chez Sport Bio, on est tout jeune, et c'est hyper important pour nous d'avoir ce mix-là, donc ça, on y croit vraiment. Et en effet, on n'a pas eu peur d'aller chercher des profils assez seniors. Je te donne 3 exemples très rapidement. La personne qui s'occupe du machine learning et du data science, chez nous, c'est un gars qui s'appelle Aloïs Delacomble et qui a monté une première boîte en computer vision pour le healthcare, qu'il a exit après pas mal d'expérience en computer vision, etc., avant de rejoindre Sport Bio. Et je trouve ça assez rare et fou, et c'est une personne qui sincèrement nous a permis d'avoir toutes les avancées techno qu'on a. Un autre exemple, qui je pense est aujourd'hui la personne la plus senior de Sport Bio, c'est notre directrice produit qui s'appelle Rebecca Dieva. Et elle, assez fou, elle a passé 15 ans chez Biorad, qui est notre plus gros concurrent, qui est le leader mondial de la microbiologie industrielle aux États-Unis. En tant que directrice R&D, avant de quitter Biorad et de rejoindre Sport Bio. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit vous prenez pour des guignols avant que Rebecca du milieu de la microbio et tout. Elle a crédibilisé le... Ouais, un peu, parce que nous, tu vois, on n'est pas des vieux de la vieille de la microbio. Ouais. Je ne dis pas que c'est vieux de la vieille, mais en tout cas, elle a une énorme expérience dans ce domaine et elle a passé 15 ans à développer des méthodes alternatives microbiologiques. Et donc aujourd'hui, on a un énorme apport de son travail. Voilà, c'est 2 exemples, mais on en a plein. Ouais. Et à côté de ça, on a des super des jeunes qui sont sortis d'école et qui font des merveilles chez Sport Bio. Donc ça, c'est je pense à une fille qui est stagiaire chez Sport Bio qui s'appelle Apolline et qui sincèrement a un impact complètement fou sur l'entreprise. C'est un exemple, il y en a plein. Et ça, c'est les trucs qui me rendent vraiment heureux, c'est quand tu dis que tu es n'importe qui dans l'organisation de Sport Bio, à n'importe quel niveau, tu peux avoir un impact complètement fou sur la trajectoire de l'entreprise. Complètement. Sur les profils, tu vois, comme Rebecca, comment t'arrives à les convaincre en fait de venir rejoindre une petite boîte naissante? Alors oui, vous étiez financé, etc., mais est-ce que tu as des exemples, des leviers très concrets À l'époque, on n'avait pas de site web, on était en stealth, il y avait très très peu d'informations sur nous, donc c'était clairement un pari. Encore maintenant, il n'y a pas énormément d'infos, mais voilà. Et en fait, donc on a rencontré Rebecca, et elle est venue au labo, et elle a été très claire avec nous. Elle nous a dit, si je suis amené à quitter Biorad pour rejoindre Sport Bio, il y a 2 éléments qui vont être très importants pour moi. Premièrement, le fit avec les cofondateurs, et deuxièmement, la pertinence technologique de ce que vous faites. Rebecca, c'est elle qui faisait les due diligence
en M&A, donc en fusion-acquisition pour Biorad qui cherchait des petites startups à acquérir, etc. Et donc c'était la personne qui disait non sur des aspects technologiques quand elle se rendait compte que ça tenait pas la route. Ouais. Donc je peux te dire, le jour où elle est venue au labo, pour passer une demi-journée avec nous et tout, j'étais un peu comme ça, surtout que tu sais, nous on parle à des microbiologistes, mais les microbiologistes ne connaissent pas l'intelligence artificielle et la photonique. On parle avec des photoniciens, mais ils ne connaissent pas la microbiologie et l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc chacun a que un prisme. Rebecca, elle est vraiment de la microbiologie industrielle, elle a une grosse expérience dans toutes les méthodes alternatives, etc. Et donc je t'avoue que s'il y avait une personne qui aurait pu bien défoncer les sous-jacents techniques de notre projet, c'était Rebecca. Et elle est venue au labo. À l'époque, c'était à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, dans le 5e. Elle a passé pas mal de temps avec Maxime, mon cofondateur, etc. Et après, on allait prendre un café, elle et moi, sur rue Mouffetard. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait vraiment à quoi jouer. Je la voyais en jouer, enfin vraiment motivée et hype. Et après, moi, je pense que c'est un peu le rôle des cofondateurs. C'est, pour moi, le truc le plus important pour moi, c'est embarquer. Embarquer des clients, embarquer des investisseurs, embarquer des hires qui sont certaines des personnes qui travaillent dans les plus grosses institutions du monde, académiques, privées, et les convaincre de te rejoindre. Et il y a une partie qui se fait un peu naturellement, organiquement, il y a une partie où tu dois vraiment mouiller la chemise. Et c'est là où moi je pense que je passe 80% de mon temps, c'est embarquer des gens. Ouais. T'as des exemples de moments où t'as dû un peu mouiller le maillot justement pour aller convaincre quelqu'un de vous rejoindre, de signer, voilà, Ouais, du coup, je me permets de parler de pas mal de mes collaborateurs, mais je vais parler de la personne qui s'occupe du hardware chez nous, qui s'appelle Marie Fournier. Marie, on est tombé sur son profil LinkedIn, sur un poste où on galérait vraiment à recruter. On se disait, c'est la personne parfaite pour ce poste. On lui a envoyé un message, 2 messages. D'abord c'était Mohamed, après c'était moi, Maxime, elle répondait pas. Non, vraiment insister jusqu'à qu'elle accepte, qu'elle daigne prendre un call avec nous. Et on se connecte au call et elle était d'une froideur glaciale parce que oui, c'était un peu insistant et qui êtes-vous? Enfin, tu vois, à l'époque encore, on n'avait pas de site internet et tout, donc je comprends totalement sa réaction. Mais plus je parlais avec elle, plus je me rendais compte que vraiment c'était la personne parfaite pour ce poste-là et qu'on la voulait vraiment. Elle était en poste dans une autre deep tech. Et donc on a poussé, on a travaillé au corps jusqu'à un jour où je me suis déplacé, on s'est vraiment presque un endroit qui l'arrangeait bien, on a eu un déjeuner ensemble et on a eu une longue discussion, mais vraiment une très longue discussion qui a construit les bases de ce partenariat avant qu'elle accepte de rejoindre. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper content de l'avoir dans l'équipe. C'est elle qui nous aide énormément sur cette partie hardware industrielle où elle est beaucoup plus expérimentée que nous et donc elle nous apporte un gain d'XP juste complètement fou. Et ouais, je pense que de tous les hires qu'on a eu, c'est un de ceux où on a le plus tué 100%. On parlait de la partie recrutement. Ouais. Je pense que le rôle du CEO, c'est aussi d'aller lever des fonds et de donner les moyens de ses ambitions à l'équipe, tu vois. Vous avez assez rapidement, après Entrepreneur First, levé 8 millions, je crois, un mélange entre du coup de l'equity, donc des gens qui investissent dans la boîte, et de la dette ou des subventions. Comment ça s'est passé cette période-là de lever de fonds pour toi en tant que CEO? C'était la première fois que tu levais des fonds? Première fois, je suis un petit ingénieur dans des usines, donc je connaissais pas ce monde-là. Ouais. Non, c'était fou parce que je t'avoue que je l'appréhendais pas mal. Je connaissais pas ce monde qui a ses codes, son vocabulaire. D'ailleurs, je pense que depuis le début du podcast, je me trahis moi-même de tous ces codes que maintenant j'ai appris. Et du coup, c'est sincèrement grâce à Entrepreneur First. Parce que, tu sais, moi, avant de rejoindre Entrepreneur First, avant, j'ai failli faire un MBA. Et l'impression que j'ai, c'est que j'ai fait le choix d'aller à Entrepreneur First et que limite, j'ai fait un MBA en 3 mois où j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre sur l'entrepreneuriat, la tech, etc. Et ça, c'était vraiment cool. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé face au premier VC, etc., j'étais pas à côté de la plaque et quand ils me posaient des questions sur mon business model, sur les unit economics, sur la value creation pour mes clients, etc., je savais de quoi ils parlaient, j'avais pu construire un case qui était assez solide. J'ai aussi salué le travail de Mohamed qui n'a pas fait le roadshow en live, mais qui l'a fait en background avec moi, à me coacher, à m'accompagner, lui qui est vraiment habitué de ces sujets-là. Et donc ça, c'était
vraiment cool d'avoir une sorte de sparring partner en interne qui m'aide et qui m'accompagne sur ça. Et après, j'ai eu la chance très rapidement de rencontrer des gens incroyables, des investisseurs, que ce soit VC ou Family Office ou Angel, qui comprennent exactement ce qu'on veut faire, à qui la vraie deep tech où tu mélanges des sciences extrêmement variées ne fait pas peur et qui voyaient le pari à prendre. Voilà, et c'est des investisseurs qui ont mis sur le premier tour et qui nous ont toujours suivi après. Et je suis hyper content de travailler avec eux. Ouais. Ce qui est difficile dans une levée de fonds, c'est que tu fais beaucoup de volume en entrée et que tu as beaucoup de gens qui te disent non et que tu vois, mentalement c'est assez éprouvant. Vous, comment ça s'est passé? Ça a été assez rapide ou ça a été quand même pas mal de semaines On a eu la première term sheet en 2 semaines. Donc on a eu la chance de faire un roadshow rapide avec un term sheet. Et après, du coup, ce matin, il y a un de nos investisseurs qui est venu au labo, qui s'appelle Ramzi Rafi, et c'est le gars qui, je pense, a vraiment changé notre roadshow. C'est un gars qui a un fonds qui s'appelle No Label Ventures, qui est juste incroyable, et qui est un fonds que j'apprécie énormément, et qui a été, je pense, pivotal dans l'histoire de Sport Bio, parce que lui, contrairement à tous les VC qui disent que, en fait, souvent, il y a un effet de s'il y a un très gros VC qui investit, le VC a encore plus envie d'investir. Lui, c'est l'inverse. Lui, s'il y a déjà un VC qui veut investir, il refuse et lui, son motto, c'est first check. Et donc, lui, c'est un des premiers à croire en nous. Et à dire, les gars, vous êtes sur un vrai truc et je vais vous permettre de rencontrer des VC qui, je pense, peuvent vraiment porter ce projet à un niveau d'ambition international. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, avec qui tu travailles, avec qui tu donnes de l'equity dans ton entreprise, ça va être extrêmement important sur les futures étapes de ta boîte, c'est un vrai partenariat que tu construis. Et donc, lui nous a permis de rencontrer certains des meilleurs VC d'Europe, voire du monde, dont Local Globe qui a fini par lead notre tour. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir, notamment grâce à lui, plusieurs term sheets et choisir le meilleur investisseur pour nous, les meilleures conditions pour nous. Et donc souvent, c'est des petites rencontres comme ça, avec un super fit, qui font que ça peut complètement changer la donne d'un roadshow. Ouais. Donc Local Globe, qui est un fonds anglais, qui investit chez vous. Quel est le rôle d'un investisseur qui lead un tour, qui a une place au board et concrètement, comment il vous accompagne au quotidien, si vous accompagne? Ouais, alors ça dépend vraiment des investisseurs. Il y en a qui vont être très opérationnels et qui vont vendre un support sur des sujets de recrutement, sur des sujets de go-to-market, sur des sujets legals ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'approche de Local Globe. Et eux, au contraire, ils se définissent comme un investisseur qui laisse énormément de place à l'entrepreneur et qui est là juste en cas de besoin sur des sujets principalement stratégiques. Et je dois dire qu'ils ont complètement répondu à leurs promesses. Moi, je considère que l'opérationnel, c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de mes cofondateurs et de nos équipes. C'est à nous de construire le système, de le vendre, de le déployer, de l'utiliser. Je n'attends pas un investisseur de venir m'aider sur ces sujets-là, qui sont quand même très marché dépendants. Donc, il faut vraiment que tu sois dedans pour bien prendre des décisions et pour bien faire les choses par rapport à ça. Par contre, il y a des vraies grosses décisions stratégiques sur la trajectoire de la boîte où l'investisseur peut vachement aider. Et donc moi, depuis un an qu'on travaille avec Local Globe, il y a eu plein de fois où s'est posé des vraies questions, des vrais choix, des vrais sujets. Et ils sont toujours à un coup de fil de mettre en place une task force de gens qui vont m'aider, faire leur due diligence de leur côté, que ce soit sur des sujets M&A, que ce soit sur des sujets de fundraising, etc. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et après, ils ont une aura complètement folle. Et ils ont investi dans certaines des boîtes, ils nous ont présenté à des boîtes complètement folles, dans la deep tech ou autre. Que ce soit Oxford Nanopore qui a fait une IPO, London Stock Exchange, avec une boîte qui nous inspire énormément. Que ce soit Citymapper, Figma, Automata, qui est une boîte entrepreneur first, ils ont investi il y a quelques années, qui est une boîte juste incroyable. Et donc ouais, tu te dis que tu es dans la cour des grands et qu'il n'y a aucune raison que tu ne vas pas aller toi aussi défoncer ton affaire. Tu disais au tout début de l'épisode que vous êtes passé récemment de 7 à 30, je crois, vous ne savez pas. Comment tu crées une osmose au sein de ce groupe de personnes? Comme tu disais, il y a des photoniciens, des ingénieurs en intelligence artificielle, des gens qui gèrent la partie ingénierie dure, hardware. Comment tu arrives à créer une osmose dans ce groupe? Déjà sur le recrutement, donc tu peux pas recruter n'importe qui, sinon tu casses complètement cette osmose. Donc on passe beaucoup de temps à évaluer si la personne va
on va dire, fit avec nos valeurs, et ça passe par des moments informels. Donc chaque personne qui a rejoint Sport Bio, à un moment, on s'est pris un verre, on a déjeuné ensemble, on a appris à se connaître pendant des moments un peu plus informels pour comprendre un peu comment la personne interagit avec le reste de l'équipe. Et souvent, on n'en fait pas que avec les cofondateurs, mais vraiment avec l'équipe. Donc les gens viennent juste déjeuner au labo avec nous et prendre des verres, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aime pour voir comment la personne interagit avec notre équipe, premièrement. Et après, une fois que la personne rejoint Sport Bio, nous, on investit beaucoup dans notre culture, et je pense que ça a été aussi un truc qui est hyper pivotal. C'est que nous, par exemple, une des valeurs de Sport Bio, c'est In Mutualism We Believe. Le mutualisme, tu sais, c'est dans la nature, quand tu as des animaux qui peuvent pas vivre sans d'autres. Nous, ça, c'est notre thèse, c'est que un microbiologiste doit, chez Sport Bio, comprendre ce qui se passe dans la tête d'un photonicien ou d'un data scientist. Et donc, chez nous, tu vas trouver des data scientists qui passent du temps à faire des boîtes de pétri dans le labo pour comprendre un peu comment ça fonctionne et pour faire tout le workflow, etc. Et donc, on passe beaucoup de temps à créer, on va dire, cette osmose qui est aussi facilitée par les natures où les gens s'entendent vraiment très bien, passent du temps à l'extérieur du travail ensemble, etc. Et récemment, on a eu des énormes avancées technologiques, mais vraiment des technologies de fou malades, qui ont complètement presque bypassé Maxime, Mohamed et moi, parce que les gens ils se parlent entre eux, ils sont potes, ils se WhatsApp, ils se connectent, etc. Ils proposent, ils itèrent, ils essayent, et on arrive sur des trucs de ouf. Et ça c'est le truc, tu te dis putain, ça commence à prendre, et c'est ça qui est ouf. Trop bien. Ouais. Tu parlais au début de l'épisode de ton meilleur souvenir étant le moment où vous avez livré les premières machines. Est-ce qu'on peut creuser ce moment-là? Du coup, c'est quoi? C'est des années et des années de travail avec en ligne de mire, du coup, cette deadline-là. Est-ce que tu avais plutôt prévu sur une machine qui fonctionnait et du coup, vous avez pu la livrer? Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? Est-ce que tu peux rentrer dans le détail? Ouais, donc comme je t'ai dit, il fallait construire tout le workflow de A à Z, de l'échantillon jusqu'au modèle de machine learning et le software. Et donc, nous, on a eu la chance d'avoir des partenaires industriels qui nous ont fait confiance dès le début, à signer des contrats commerciaux avec nous pour être les premiers testeurs de cette technologie et qui ont tellement marre de la boîte de pétri qu'ils sont prêts à travailler avec nous, à mettre à disposition leurs ressources, ouvrir leurs usines pour qu'on vienne entraîner nos modèles de machine learning, bien détecter des bactéries, comparer la technologie avec les méthodes traditionnelles et à la fin leur livrer. Et donc, on a pu rencontrer plusieurs industriels dans l'agro, dans la pharma, la cosméto qui nous ont fait confiance et déployer les premiers systèmes. Donc, on a déployé 2 premiers systèmes d'un coup. Donc, déjà, juste le moment où elles sortent et elles sont bien packagées dans une belle boîte et tout, c'est un moment qui est assez fou. Et après, le moment où, du coup, on a une petite équipe qui va sur place pour accueillir le système, le calibrer, voir un peu tous les gens de l'usine qui arrivent autour de cette aberration en se disant mais attends, mais ce truc c'est quoi, etc. Ça c'est un moment qui est assez fou avec même les decision makers de l'usine qui viennent voir et qui sont tout fiers de nous avoir fait confiance il y a 1 an avec Maxime et moi quand la boîte n'était même pas incorporée et qu'on a signé tout le papier ensemble. Et qui aujourd'hui voit un peu le fruit de tout ce travail, voit la valeur qu'elle délivre, ça c'était vraiment le meilleur moment. Donc là, c'est une machine où l'usine va mettre le produit à l'intérieur et vous êtes capable de lui dire en quelques minutes s'il y a la présence de pathogènes. Qui aurait duré plusieurs jours pour avoir un compte de bactéries, de micro-organismes. Notre technologie le donne en quelques minutes, beaucoup plus rapidement. Donc, un use case très clair pour comprendre, c'est que donc là, heureusement, la grande majorité des produits sont en dessous des seuils de contamination. Donc, on va dire au quotidien, il n'y a pas trop de problème. Sauf que le jour où tu as un problème, avec les méthodes traditionnelles, c'est potentiellement 5 jours à 14 jours de production qui risque de finir à la benne parce que tu as mis 5 à 14 jours pour le détecter. Nous, la technologie le donne quasi instantanément, donc tu peux éviter ce genre de use case qui arrive 3 à 4 fois par usine par an. Donc ça, c'est un exemple. Je t'ai donné sur la partie contrôle qualité, et après il y a tous les impacts supply chain que tu t'imagines. Il y a des usines qui considèrent ces tests comme libératoires, et donc ils doivent attendre pendant des jours et des jours de stockage sur le site de production, des fois mettre en place ce qu'on appelle des quarantaines mobiles pour optimiser la supply chain avec cette contrainte de test microbiologique qui est extrêmement longue. Avec nous, elles peuvent garder cette contrainte de test libératoire qui est très important pour eux d'un point de vue contrôle qualité, tout en le mettant directement sur le marché parce que tu as un test hyper rapide. Donc ouais, tu as une multitude de use cases comme ça qui sont vraiment passionnants, qu'on est en train de creuser progressivement avec nos clients de l'agro, mais aussi de la pharma et de la cosmétique qui ont des gros flux. Trop bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi et pour Sport Bio en 2025? Bah écoute, nous on a placé 2025 sous l'année du déploiement. Donc
on a eu des récents résultats technologiques qui nous montrent que vraiment on est en train de le faire. Donc se poser quand même cette grosse question de ok, vous détectez vite, mais est-ce que vous détectez aussi bien? Et là on commence à avoir des super résultats technologiques qui nous montrent qu'on détecte aussi bien. Et tu sais, c'est beaucoup de données, c'est des études statistiques extrêmement longues qu'on fait pour prouver ça et qui mettent du temps à arriver, qui sont en train d'arriver. Donc on est vraiment hyper content. Et en fait, là, se poser la question, est-ce qu'on va juste être un truc en plus que la boîte de pétri, une sorte de test antigénique par rapport au test PCR qui te donne une réponse rapide mais qui est peut-être pas le plus fiable au monde, ou est-ce qu'on va être capable de remplacer la boîte de pétri? Aujourd'hui, on sait qu'on va être capable de remplacer la boîte de pétri, et ça va prendre du temps. Et donc, d'ici l'année prochaine, on va doubler de capacité, enfin de taille. On va produire beaucoup plus de systèmes, et le but c'est de déployer dans le plus d'usines, dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique et la cosmétique, un peu partout dans le monde. Écoute, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup, Amine. Merci Maxence, c'était super cool.